Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. Alors, comme annoncé la semaine dernière, nous y allons d'une émission spéciale avec notre invité, M. Paul Vachon, et nous allons parler du dossier de l'Ukraine, plus particulièrement de l'OTAN. On sait que beaucoup de gens qui se demandent pourquoi l'OTAN n'intervient pas, qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert, ainsi de suite. Alors, c'est tout ça qu'on va regarder ensemble pour essayer de comprendre le dossier en question. Alors, Paul, bienvenue à nouveau cette semaine. Ça me fait plaisir. Bonjour. Alors, d'abord, si on parlait de l'OTAN, que signifie cet acronyme OTAN? C'est l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il est plus connu sous l'acronyme anglais NATO, mais c'est la même chose. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et ça existe depuis quand? Depuis 1949. On va faire un petit retour en arrière. En 1945, la guerre prend fin, la Deuxième Guerre mondiale. 50 millions de morts et plus. Du côté des Russes, juste des Russes, 20 millions de morts du côté des Russes. Alors c'est sûr qu'en 1945, on n'a pas envie que ça recommence cette folie-là. Alors, on se divise le monde, mais on fait face à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que l'Union soviétique, en 1941, elle a fait la contre-offensive contre l'Allemagne, à partir de 1942-43, elle a libéré d'abord la Russie, puis ensuite les pays de l'Est. Et lors du débarquement en 1944, les troupes alliées, eux autres, remontent par l'Italie et par la France, libèrent l'Europe de l'Ouest et s'en vont vers l'Allemagne. L'Allemagne est prise dans un étau en 1945. Le Führer se suicide le 6 avril. L'Allemagne capitule le 8 mai. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des pays qu'on a conquis, entre guillemets? Bien, l'Europe occidentale est rendue jusqu'aux portes de l'Allemagne, mais Berlin a été libéré par les Russes. Alors, à ce moment-là, il n'est pas question pour les Russes de lâcher les pays qu'ils ont conquis. On va organiser des élections qu'on dit truquées, comme par hasard, tous les pays conquis par l'Union soviétique vont devenir communistes. La Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la Pologne, l'Allemagne de l'Est, qui va être créée un petit peu plus tard, l'Allemagne de l'Est, qui va être divisée maintenant. L'Allemagne va être divisée en quatre zones. Une zone britannique, une zone française, une zone allemande, puis une zone russe. L'Allemagne est divisée en quatre, puis Berlin sera divisé en quatre. Ça fait que dans le fond, la guerre est finie, mais une autre guerre commence. On va l'appeler la guerre froide. Mm-hmm. On ne se bat pas, mais on est prêt à se battre. Donc, 4 ans plus tard, après ça, force est de constater que les deux mondes ne se parleront pas, puis que les deux mondes sont l'un en face de l'autre, prêts à se livrer une troisième guerre mondiale. Ça fait que pour se défendre, puis les pays de l'Europe de l'Ouest ne sont pas capables de se défendre. Ils ont été détruits. L'Allemagne, c'est un tas de ruines. Ils ont été détruits. Il y a juste l'Angleterre, puis même l'Angleterre a subi les attaques des bombardements et tout ça. Fait qu'on va créer l'OTAN. C'est un pacte de défense mutuelle. OK. Fait qu'en 1949, des pays comme la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, etc., là, deviennent membres de l'OTAN avec le Canada et les États-Unis. Alors, l'objectif, c'est la sécurité, c'est la défense. C'est pas l'attaque. Non, c'est la sécurité, c'est la défense. Et ça, je te dirais que ça va être comme ça jusqu'à
assez récemment, jusqu'en 1995. Alors, c'est un système de défense mutuelle. Ça, c'est important. En 1952, d'autres pays vont se joindre à l'OTAN. Dans les années 80, d'autres pays se joignent à l'OTAN. L'Espagne, le Portugal, la Turquie vont joindre à l'OTAN. Puis, dans les années récentes, et c'est ça qui va inquiéter grandement les Russes, en 1990 ou 91, il y a le mur de Berlin qui tombe. Et à ce moment-là, l'Allemagne va être réunifiée. Il me semble que c'est en 1992, l'Allemagne est réunifiée. Alors là, on avance vers la Russie. Mhm. Et lorsque l'Union soviétique va s'écrouler, bien, les pays qui étaient dominés par l'Union soviétique, comme la Pologne, puis la Tchécoslovaquie, puis, etc., vont faire une demande d'adhésion à l'OTAN. Et l'OTAN va s'agrandir. Elle est maintenant à 30 membres. OK. Aujourd'hui, là, au Aujourd'hui, moment où au moment où on se parle, les derniers à adhérer, c'est la Macédoine, lorsque la Yougoslavie a éclaté en plusieurs États, la Serbie, la Croatie, etc. La Macédoine a fait son entrée dans l'OTAN. À l'origine, les pays là, qui sont à l'origine de l'OTAN, c'était quelle puissance, là? C'était les pays qui étaient sous domination allemande, vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. On parle des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de la France et les petits pays là, comme la Belgique, etc. C'est les membres fondateurs, ça. Il me semble qu'il était 8 à l'époque, je ne me souviens pas, là, mais OK. il me semble qu'il était 8. OK. Maintenant, ils sont 30. Puis il y a un article aussi qui est extrêmement important, c'est le fameux article 5. Ouais. Essentiellement, l'article 5, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si un des membres est attaqué, l'attaque va être considérée envers tous les membres. OK. Donc, si un des membres est attaqué, les 29 autres vont aller y porter secours. Et ça, c'est un article par-dessus lequel on ne passera pas si on en croit notamment le président Biden qui a dit, vous mettez un pied en Pologne, un pouce, et vous allez subir les conséquences de ça. Effectivement, le président Biden a dit ça, mais son prédécesseur auparavant, Donald Trump, n'avait pas dit ça. Alors, l'OTAN, c'est notre sécurité. En même temps, c'est paradoxal de dire ça. En même temps, ça nous sécurise parce qu'on est 30, mais en même temps, ça multiplie les occasions de conflit. Ouais. Parce que si un missile tombe sur la Macédoine par erreur, puis on est tous emportés dans une guerre, tu sais, il n'y en a pas beaucoup à qui on demanderait de lever la main s'ils sont prêts à mourir demain matin, là. Puis, mais il y a toute une question qui se pose, c'est jusqu'où qu'on est prêt à aller pour défendre nos valeurs, défendre nos principes. Et c'est pour ça que l'OTAN, ou les dirigeants de l'OTAN, jouent de prudence. Absolument. Parce que, je te dirais qu'il faut le voir à deux niveaux. Le niveau des armes, parce que quand on parle de l'OTAN, on parle d'armement, on parle de militaire. Alors, il faut le voir à deux niveaux, ce qu'on appelle les armes conventionnelles. Les armes conventionnelles, c'est des chars d'assaut, c'est des avions, c'est des missiles, c'est ça qu'on appelle les armes conventionnelles. Puis quand on regarde quels sont les équipements dont dispose l'OTAN par rapport à ceux dont dispose la Russie, si on exclut les armes stratégiques, qui sont les armes nucléaires, si on exclut ça, bien, la balance penche en faveur de l'OTAN. Ils ont beaucoup plus d'avions. Donne un exemple, il y a 11 ou 13 porte-avions américains, puis les Russes en ont un. Alors, on n'est pas dans le même niveau. Mais quand on parle d'armes stratégiques, ben là, c'est à peu près la parité, mais là, on va parler de fin du monde. Mais disons que pour l'instant, on n'est pas là. On en parlera lors de la troisième émission, quand on va aborder NORAD. On parlera de l'arsenal nucléaire, puis Parfait. des conséquences. Et au fur et à mesure que les années passent et qu'il y a des conflits qui vont s'installer un peu partout, tu sais, il y en a eu beaucoup en Israël, par exemple, c'est un bel exemple, dans l'ensemble du Moyen-Orient, en Afrique, il y a eu des conflits, puis tout ça. Bien, évidemment, les pays belligérants, en tout cas, la Russie d'un bord, puis l'OTAN de l'autre, bien, c'est deux systèmes politiques et économiques totalement différents qui vont s'affronter par pays interposés. Ça fait que les Américains vont essayer d'avoir la brillante idée de contenir les Russes dans leur sphère d'influence
pour pas qu'ils s'étendent. Alors, on appelait ça la politique d'endiguement, en anglais containment. Je vais m'organiser en créant des alliances un petit peu partout pour pas que les Russes puissent s'étendre. Ils ont créé le CENTO. Le CENTO, ça, l'Iran faisait partie à l'époque, puis la Turquie. Alors, pour essayer de barrer les Russes dans le sud. Ensuite, ils ont créé l'ANZUS, c'est Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, pour protéger le Pacifique Sud. Mais ils se sont fait avoir. Les Russes se sont échappés à un moment donné, puis ont installé des missiles à Cuba en 1961. On pourra en reparler dans une autre émission. Et là, ça a été dramatique également. Fait que c'est un peu ça. La politique d'endiguement, reste chez vous, étends-toi pas, t'as ta sphère d'influence, je touche pas à ça. Et l'OTAN avait promis à la Russie à l'époque, quand le mur de Berlin s'est écroulé puis que l'Allemagne a été réunifiée, ils ont promis qu'ils ne s'étendraient pas à l'ouest, à l'est. OK. Mais quand on regarde une carte géographique, puis moi j'ai vu cette semaine une carte géographique où les pays appartenant à l'OTAN ou faisant partie de l'OTAN étaient en bleu, c'est menaçant quand on regarde ça du point de vue des Russes. Il y en a des pays là. Absolument. Malgré la promesse qui avait été faite en 1995 ou quelque chose comme ça, de ne pas s'étendre, c'est pas ça qu'on a fait. On s'est étendu. Là, on va installer une base de l'OTAN en Albanie. Oui. Et l'Albanie fait partie maintenant de l'OTAN. OK. Et c'était un des régimes communistes les plus durs dans les années 50-60. L'Albanie était réputée comme étant une dictature absolument épouvantable. Mais l'OTAN s'est étendue et c'est ce qui inquiète maintenant les Russes. Les Russes sont très inquiets de voir avancer l'OTAN, supposant que l'OTAN pourrait éventuellement les attaquer. Nous autres, on dit on ne vous attaquera pas, mais ça, ouais. Là, c'est Joe Biden qui est le président, mais Donald Trump... Avec quoi? Ben, c'est ça. Il faut. C'est une hypothèse. Hein? Oui. Mais, et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est lorsque le président de l'Ukraine, Zelensky, a dit qu'il demanderait son adhésion à l'OTAN et à la communauté européenne. Oui. Alors, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Oui. On a vu dans une émission précédente que la relation entre l'Ukraine et la Russie n'a pas toujours été exemplaire. L'Ukraine a fait souvent les frais d'une politique assez dure à son égard, notamment à l'époque de Staline avec la Grande Famine. Alors, c'est sûr que les Ukrainiens, quand ils ont obtenu leur indépendance, et ça a été extrêmement difficile au point de vue intérieur, parce qu'il y a eu deux candidats qui se sont présentés, un pro-russe, un pro-occidental, et dans ce cas-là, quand le pro-russe a été élu, il y a eu des manifestations importantes à l'intérieur de l'Ukraine. L'Ukraine est comme divisée en deux, où tu aurais à peu près les 2 tiers du territoire qui sont pro-occidental, alors que tu as une grosse partie du territoire, certainement le tiers du territoire, qui est russophone. C'est des gens, d'ailleurs, qui sont souvent mêlés, qu'on va avoir un parent russe, leur langue est semblable, ils se comprennent entre eux, et alors ça crée une situation très, très problématique en Ukraine. Et avec l'élection du président Volodymyr Zelensky, ça l'a inquiété beaucoup les Russes. Ça fait longtemps qu'ils se préparent, les Russes. Ils ont attaqué à la fin février, mais ça faisait des mois et des mois qu'ils se préparaient. Comme on dit souvent, c'était dans leur carton. Hein. C'était dans leur carton, effectivement. Mais là, il y a une foule de petits pays aussi. Les anciens, les pays qui appartenaient à l'ancienne URSS sont dans leurs petits souliers aussi. Là. Exactement. Puis d'ailleurs, c'est assez étonnant. Il y a eu une guerre épouvantable en Tchétchénie, entre la Russie et la Tchétchénie. Puis aujourd'hui, on a des mercenaires tchétchènes qui se battent du côté des Russes contre les Ukrainiens. Mais tout ça, c'est pour... dans le mercenaire, quand on le dit, hein, il est là pour combattre pour l'argent, comme les 20 000 Syriens qui sont là, pour gagner quoi? 300 $ par mois. C'est leur solde, ça. Ça, c'est au risque de perdre la vie. Au risque de perdre la vie. Alors, l'Ukraine est dans une situation extrêmement difficile. On ne peut pas y aller. En tout cas, pour l'instant, la situation est beaucoup trop explosive. Jusqu'où les Russes vont s'arrêter? Moi, je pense jusqu'à temps qu'ils aient mis la main totalement sur l'Ukraine. Maintenant, c'est sûr que des
petits États comme la Géorgie, la Moldavie, doivent être extrêmement inquiets, d'autant plus qu'ils ont déjà subi les attaques des Russes. Puis ce ne sont pas des puissances militaires quand même. Non, écoute, c'est minuscule quand on... La Moldavie, c'est 2 600 000. Oui. Écoute, c'est minuscule. Quand on compare l'Ukraine à la Moldavie, alors jusqu'où vont s'arrêter les Russes? Ça, c'est une bonne question. Il y a une situation aussi qui est un petit peu particulière quand on regarde plus au nord, les pays scandinaves. La Norvège fait partie de l'OTAN, mais la Finlande et la Suède sont membres associés, mais ils ne sont pas membres officiels de l'OTAN. Oui, comme l'Autriche, si ma mémoire est bonne, qui n'est pas membre de l'OTAN. L'adhésion à l'OTAN, c'est une adhésion volontaire. Alors, il y a des pays qui ont choisi de ne pas être membres de l'OTAN. C'est des pays alliés, cependant. Il ne faut pas oublier que la Finlande a déjà eu affaire à la Russie. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, la Russie a attaqué la Finlande. Et il devait prendre la Finlande. Écoute, la Russie, c'est un immense pays. La Finlande, on s'entend, c'est tout petit. Alors, normalement, il devait s'emparer de la Finlande dans quelques jours. Ça leur a pris plusieurs mois, ils se sont enlisés en Finlande. Mais, tu sais, le passé, là, il revient, là. Alors, il ne faut pas penser que quand la Russie leur fait des offres, que ces pays-là vont être à bras ouverts. Ils ont tué leur population. C'est ce qui s'est passé aussi avec la Pologne et tout ça. Alors, la Finlande est neutre, hein, ne veut pas faire partie de l'OTAN parce qu'elle ne voulait pas provoquer les Russes. Fait qu'en conservant cette neutralité-là, elle pensait, à ce moment-là, s'attirer les bonnes grâces de la Russie, qu'on ne la dérange pas, puis qu'on la laisse vivre en paix. C'est un peu la même situation pour la Suède. Alors, mais ces pays-là sont maintenant inquiets, là. Et, la Suède n'a pas de frontière commune avec la Russie. Non. Comme la Finlande. En fait, elle en a une. C'est pas une frontière commune. Il y a une enclave russe entre, ça me prendrait une carte, là, mais entre l'Allemagne et un des pays baltes. Okay. Et cette enclave-là, c'est une base russe, essentiellement, c'est tout petit. C'est une base russe qui est là. Et ils ont accès à ce moment-là, par leurs navires, leurs missiles de croisière, au territoire suédois, notamment Stockholm, qui est à portée de tir des missiles de croisière. Avec les armements qu'on a aujourd'hui, les distances n'ont plus d'importance. Non, parce qu'on a des missiles à courte portée, à moyenne portée, puis à longue portée. Puis quand on parle de longue portée, on parle d'intercontinentaux. Ça veut dire que tu peux tirer de ton continent, de chez vous, sur le continent voisin. Alors, il n'y en a plus de distance, là. La planète est petite maintenant. Compte tenu là, de toutes les informations qu'on vient de se donner, il serait surprenant que l'OTAN fasse un mouvement, à tout le moins militaire. Volontairement, je ne pense pas. Maintenant, c'est excessivement dangereux parce que les Russes, récemment, il y a quelques jours, ont attaqué une ancienne base d'entraînement. Il y avait des soldats canadiens, d'ailleurs, qui étaient là précédemment, là, ils ont quitté, mais ils ont attaqué une ancienne base avec des missiles qui ont détruit. Et s'il tombait par hasard, par erreur plutôt, un missile en Pologne ou en Roumanie ou en... Écoute, quelle serait la réaction? J'ose même pas y penser, là, parce que on serait dans une autre situation tellement horrible, tellement épouvantable. Ça serait difficile de prouver que c'est un accident ou il faudrait s'assurer que c'est un accident avant de faire quoi que ce soit. Absolument, parce que ce serait une erreur qui serait fatale. On parle d'intervention de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN est déjà intervenue dans des conflits? Ben oui, puis ça fait partie ça, de l'inquiétude des Russes. Parce qu'auparavant, l'OTAN, c'est un système de défense. Il faisait des exercices militaires, mais l'OTAN n'a pas d'armée. Tu sais, on pense que l'OTAN, c'est une armée. Non, l'OTAN n'a pas d'armée. L'OTAN, c'est un centre de commandement. Okay. Et ce sont les armées de chaque pays. Quand il y a des manœuvres militaires, mettons, le Canada va y participer, puis la Norvège, puis la France, la Grande-Bretagne plutôt, puis l'Allemagne, etc.
Mais c'est un commandement unifié. Mais chaque armée dépend de son pays. Alors, c'est des manœuvres, ça s'arrêtait là. Il n'y avait jamais eu d'intervention de l'OTAN auparavant. Mais à partir de 1995, lorsque l'Union soviétique s'est écroulée, puis que la Russie est en train de se réorganiser, bien, il y a eu une guerre qui s'est installée dans les pays de l'Est, l'ancienne Yougoslavie. Puis on se rappelle, et on pourra en parler ultérieurement, de génocide, puis du Kosovo, puis de la Serbie, etc. Alors, les avions de l'OTAN sont intervenus. Mhm. Mais sans le veto, finalement, des Russes et des Chinois. Même chose en ce qui concerne la Libye ou l'Irak, je ne me souviens plus lequel des deux pays, là, mais il y avait eu une intervention. Ça fait que depuis 1995, il y a des interventions de l'OTAN. Et c'est sûr que ça inquiète les Russes, là, maintenant. Là. Mais avec des armes conventionnelles, toujours. Avec des armes toujours conventionnelles. Il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé, puis je pense que c'est important de le dire. Face à l'OTAN, les Russes ont réagi. Ils ont créé en 1954, quelques années après, le pacte de Varsovie. Mhm. Et ça, le pacte de Varsovie a été la réponse à l'OTAN. OK. Le pacte de Varsovie, ça comprenait la Russie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Hongrie. Il y avait la Yougoslavie, mais elle s'est retirée. Ça constituait le pacte de Varsovie, qui était la réponse à l'OTAN. Puis, toujours au niveau des armes conventionnelles, bien, les Russes étaient capables de mettre à la frontière de ces pays-là 50 000 chars d'assaut. OK. Mais là, en bon québécois, il faut dire qu'il y en a plusieurs dans ça qui ont viré leur capot de bord. Oui. Quand l'Union soviétique s'est écroulée en 1989, avec l'écroulement du mur de Berlin, les membres du pacte de Varsovie, le pacte de Varsovie a été dissous. Alors, il n'y en a plus de pacte de Varsovie. Puis ces pays-là ont intégré l'OTAN. En fait, ils sont dans le club de hockey adverse. Et ça, il y a eu des échanges. Oui, il y a eu des agents échanges. libres. Et ils tirent maintenant dans leur but. On pourrait peut-être terminer cette émission-là en soulignant que les centres de commandement des différentes forces sont disséminés aussi à travers l'Europe. Le centre de commandement, par exemple, des forces navales, des forces terrestres et des forces aériennes sont répartis. Oui, tout à fait. Puis, il y a des bases un peu partout dans le monde. Et il y a un autre centre de commandement dont on parlera plus tard qui s'appelle le NORAD. Et lui, on va se le garder comme dessert. Pour la prochaine émission. Ça va être assez épicé, merci. Mais le centre de commandement est unifié. Le siège social est à Bruxelles, mais le reste, effectivement, il est disséminé un peu partout dans le monde. Entre autres, il y en a en Espagne et en Italie. Tout à fait. Alors, donc, par prudence, l'OTAN va faire preuve de doigté là, avant de faire quelque mouvement que ce soit. Absolument. Puis, écoute, c'est une tragédie qui se déroule sous nos yeux. On regarde des enfants mourir, des femmes aussi mourir. Jusqu'à date, on nous disait que 5 millions de personnes avaient quitté l'Ukraine. C'est une chose dont j'aurais jamais pensé revivre. On est presque dans les années de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un désastre. Et qu'est-ce que la Russie va en gagner? Je pense qu'il faut se le dire, un pays ruiné, hein? Ah, absolument. Un pays ruiné. Absolument. Puis, on parle de guerre, mais c'est davantage un génocide qu'une guerre. Absolument, absolument. Alors, Paul, on se revoit à la prochaine émission pour parler justement de NORAD. Merci. À la prochaine. Merci d'avoir été là et merci à vous d'avoir été à l'écoute. On espère que cette émission vous a plu en dépit de la lourdeur de son sujet et on vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour Appalaches en quelques mots. Entre-temps, passez une excellente semaine et également prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.